Salut! Après 5 ans en ma possession et 5 ans de boulot, le projet S4 est terminé. Je suis très content de ce qu'on en a fait. C'est une voiture dont je rêvais depuis qu'elle était sortie. On l'a à mon goût bien optimisée. Il est cependant temps qu'elle prenne sa retraite de daily. Je sais pas si vous voyez ce même, mais on est à peu près dans ce cas-là. J'en avais un peu marre de faire des petits trajets à froid et de l'abîmer pour rien. Je vais donc la garder en voiture plaisir et pour faire des plus longs trajets qui l'abîmeront moins. Toutefois, en termes de daily, j'ai dû acheter autre chose et dans cette vidéo, on va voir ce que c'est et ce qu'on va en faire. Perfect. Bon, j'imagine que c'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Vous vous attendiez peut-être à une petite sportive, une pistard pour accompagner Vince sur les circuits, puisque maintenant il a la 206. Mais non, voilà ce que j'ai acheté. Je sais pas ce qui m'a pris. Enfin si, je sais ce qui m'a pris puisque j'avais un certain nombre de critères. Mais voilà, pour l'instant j'ai acheté ça. C'est un XEC 70 Volvo donc de 2007, l'une des dernières qui est sortie sur cette génération. C'est donc un facelift avant la génération P3. Elle est de janvier 2007, elle a plus de 200 000 km au compteur. C'est un choix assez curieux, je l'avoue, il n'y en a pas beaucoup en France. J'ai dû la faire venir de Suède, du coup, c'était pas mon premier choix non plus. À la base, c'était plutôt une Subaru Outback en 3 litres R, donc 2006-2007 par là. Mon, entre guillemets, amour pour la Subaru Outback, il est né d'un voyage en Islande que j'ai fait en 2017, où j'en avais loué une et j'avais plutôt apprécié, on avait pu passer à peu près partout. C'est pratique! C'était sympa, on avait même traversé une rivière. Donc depuis, je m'étais dit que si j'achetais un truc qui passe un petit peu partout, j'achèterais une Subaru Outback. Il se trouve que j'ai un peu retrouvé la raison, entre guillemets. Are you sure about that? Puisque le Subaru Outback, je voulais un 3 litres R, 6 cylindres boxer, donc 245 chevaux, seulement uniquement en boîte auto, et niveau fiabilité, ça reste une Subaru, donc c'est assez discutable. Donc après pas mal de recherches, je me suis rabattu là-dessus. Il a fallu chercher un petit peu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France du coup. Mais ça coche les critères, hein. Donc c'est un break, donc il y a de la place, c'est 4 roues motrices. Pas permanent certes, mais c'est un Haldex, comme sur les TT et les RS3, c'est-à-dire quand ça patine devant, ça enclenche derrière et ça part en général. Il y a un moteur sympa, puisque au final c'est un 5 cylindres, 2,5 litres turbo de 210 chevaux, c'est une boîte manuelle et c'est pas cher, puisque je l'ai acheté 6 000 €. Donc 6 000 €, vous allez me dire c'est quoi le traquenard? Et bah pour l'instant j'en ai pas vraiment trouvé, c'est des voitures qui sont relativement fiables. J'en ai trouvé en annonce avec 600 000 km, moteur d'origine, etc. Donc celle-là a 205 000 km. Acheté en Suède, donc comme je disais. Pourquoi l'acheter en Suède? Tout simplement, ça vient de là-bas. Les Suédois font à peu près gaffe à leur bagnole, à peu près. Et en France, il n'y en avait pas. Tout du moins, il y en avait une seule en France. Elle était à 8 000 €, 2004, 280 000 km. Celle-là, 2007, 200 000 km, 6 000 €. Donc moins cher, moins de bornes, plus récente. Voilà pourquoi je me suis un petit peu emmerdé à la chercher en Suède. Mais au final, pas tant emmerdé que ça, puisqu'il n'y a pas beaucoup de formalités à faire. Ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire une vidéo où je détaillerai toute la paperasse qu'il y a à faire pour faire importer une voiture de Suède. Voilà, donc bah, extérieurement, c'est une voiture qui passe relativement partout, hein. Ça reste un break, un gros break, certes, parce qu'il fait plus de 4,70 m de long. Ça fait une semaine que je l'ai, on m'a déjà éclaté un... on m'a déjà éclaté un morceau de phare, parce que ça, il y avait ce morceau de plastique sur celui-là, à la base. En garde-sol, on a d'origine un poil plus de 20 cm. Donc on coche la case qui passe à peu près partout. Au final, c'est la garde au sol de la 205 qu'on a après l'avoir rehaussée et fait tout le travail dessus pour qu'elle parte au Maroc. Là-dessus, c'est d'origine, donc c'est plutôt cool. Si on veut faire une rehausse, c'est évidemment possible. En termes d'état, j'étais au courant hein, quand je l'ai acheté, évidemment. Le pare-brise est pété, donc ça va falloir que je le change pour le contrôle technique qui va être passé en France. Le fer arrière qui est ici, il est pété. Voilà, on a un bel éclat ici, donc celui-là c'est pareil, je vais devoir le changer pour passer le contrôle technique en France, puisque ça passera pas. Elle vient avec un attelage d'origine Volvo, avec une boule amovible. Il m'a pas envoyé les clés de la boule, donc il a fallu que je recommande un jeu. Elle vient aussi avec des barres de toit d'origine Volvo, elles sont relativement basses,
elle dépasse pas en hauteur. Ça me permet pour le coup d'économiser un peu d'argent puisque je comptais en mettre, idem pour l'attelage. Donc elle vient déjà équipée celle-là, donc c'est cool. On passe à l'intérieur. Autre chose qui a rajouté de la complexité dans le fait d'en trouver une qui me plaisait, c'est l'intérieur. Vous me connaissez, j'aime beaucoup les intérieurs noirs sur la S4 et je l'ai même totalement changé pour passer d'un intérieur rouge à un intérieur noir. Et là pour le coup, c'est bon. J'ai rien à changer, elle est déjà noire, à savoir que c'est la seule que j'ai trouvée, autant en France qu'en Suède, avec les autres critères, hein, donc essence, boîte manuelle, qui avait un intérieur noir, donc je suis plutôt content d'avoir mis ma main dessus. C'est tout du panneau de porte plastique avec garniture cuir, grosse couture, on dirait un ballon de rugby. Au final il est en assez bon état, il commence tout juste à craqueler un petit peu par là, mais franchement pour une bagnole qui a 200 000 km ça reste extrêmement correct. Les sièges ne sont pas électriques ni chauffants. Ça pourrait paraître bizarre pour une voiture suédoise où il fait toujours moins 20 on va dire, mais savoir qu'elle a commencé sa vie en Grèce celle-ci. Elle a fait 90 000 km en Grèce et ensuite elle est retournée en Suède, son pays d'origine. Au final elle est assez bien équipée, on a le chargeur 6CD qui est ici, avec une prise auxiliaire dans la coudoir, on a un téléphone intégré, c'est vraiment un téléphone intégré puisque là on a le clavier et on a ici un emplacement pour mettre une carte SIM. Et pour vous prouver que c'est vraiment un téléphone, ouais, c'est vraiment un téléphone. C'est là qu'on voit que l'époque a bien changé, puisque maintenant tu téléphones avec ça, tu te fais arrêter en une demi-seconde. C'est une clim automatique, bizone. Pour le coup, elle souffle extrêmement froid, donc ça c'est sympa. On a un régulateur de vitesse, les commandes au volant, pour la musique, pour le téléphone aussi, mais bon, je vais pas mettre de carte SIM dans cette voiture, donc la partie téléphone va dégager. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une boîte manuelle, 5 rapports pour le coup, pas 6. Le pommeau est usé de ouf, donc je vais le changer. Le soufflet pareil. Le soufflet de frein à main est déchiré aussi, donc ça va être changé à terme. Ici on a 2 porte-gobelets, mais si on a vraiment soif, voilà, on en a encore 2 ici. Donc 4 porte-gobelets sur la console centrale. Et on a même ici un porte-bouteille, bordel. C'est quand même incroyable. Donc je me dis qu'ils ont vraiment très soif en Suède. À l'arrière, au final, il y a beaucoup de place pour les passagers, ça reste un break. On a un accoudoir, mais là pour le coup, il n'y a pas de porte-gobelet. Je pense que c'est suffisant d'avoir cela. Pour ceux qui ont des enfants, Volvo a pensé à intégrer des rehausseurs dans les sièges arrière. C'est plutôt sympa, l'assise remonte et se clipse, ce qui évite de rajouter un rehausseur. Par contre, on n'a pas de fixation isofix, alors peut-être que 2007... Terrasse. Par contre, on n'a pas de fixation isofix, alors peut-être que 2007 c'était un peu tôt, je ne sais pas à quelle époque ça s'est démocratisé. Donc pour mettre un siège bébé, il faudra utiliser la ceinture normale. Voilà, donc évidemment c'est un break, donc le coffre c'est un de ses grands avantages, encore plus là parce qu'on a une forme relativement carrée, donc on peut charger jusqu'en haut. Voilà, le volume est assez imposant, voici le nombre de litres. Ici on a un faux plancher avec un coffre pour stocker des outils, et en dessous on a la batterie et la roue de secours. Sur ce modèle en particulier, il y a la grille de séparation d'origine Volvo qui est montée ici. Ça permet de couper l'accès au coffre et de l'habitacle, en principe pour des chiens, je pense. Entre nous, quand j'ai reçu cette voiture, le coffre était juste infâme. Il y avait une espèce d'huile marron incrustée dans la moquette qui est noire. C'était juste horrible. J'ai passé tout un samedi après-midi à décrasser le coffre. Donc je peux vous dire qu'en nettoyant moquette, il y a eu de la consommation. Voilà. Au final, il est plutôt bien revenu. J'y mettrai peut-être un coup de nettoyeur vapeur. Il reste encore quelques odeurs que j'aimerais bien éliminer parce que les chiens ça pue, hein, et ça devait être un gros chien puisque j'avais aussi plein de morceaux de papier déchiquetés sous la moquette arrière. Maintenant qu'on parle de coffre, est-ce qu'on peut juste parler de ça 2 secondes? L'assise s'enlève, le dossier se rabat à plat, donc on a un super fond plat jusqu'au siège avant, mais surtout, même le siège avant se rabat en avant. À savoir que le siège conducteur aussi. Par contre, je sais pas comment on fait pour conduire si on met celui-là dans cette position-là. Mais bon, bref. Donc voilà, c'est quand même un délire. On a toute la longueur de l'habitacle à plat si on veut charger des trucs. C'est la première fois que je vois ça. C'est un délire. Par contre, il y a un truc que je regrette un peu. Il y a beaucoup de porte-gobelets, mais il n'y a pas un seul endroit pour mettre une bouteille. Dans la S4, j'ai un emplacement dans le panneau de porte. Ici, impossible de faire tenir une bouteille. Et dans les porte-gobelets, ça rentre pas non plus. Sécurité routière, tous responsables. Sous le capot, on a un 5 cylindres 2,5 litres turbo de 210 chevaux. Essence, évidemment, je n'achète pas de diesel, j'en suis pas encore à ce stade de ma vie, on va dire.
Ça reste un moteur très fiable, hein. J'en ai trouvé en annonce à 600 000 km, moteur d'origine, etc. Donc je pense que je ne devrais pas être embêté, même s'il a déjà 200 000 km. C'est aussi ça qui a fait que j'ai acheté ça plutôt qu'une Subaru Outback. Ça reste un moteur fiable, relativement simple à bosser dessus par rapport à un Boxer 6 cylindres, et avec une boîte manuelle, alors que la Subaru Outback 3 litres R, c'est forcément une boîte auto. Et c'est même pas vraiment une boîte auto, c'est une CVT en plus, donc c'est encore chelou, et pour bosser dessus, bon courage. On est d'accord, ces phares ça lui donne un look d'enfer, mais par contre ils vont dégager. Déjà ça passera pas au contrôle technique, ça dépasse beaucoup trop du pare-choc, et l'installation électrique elle est plus que bancale. On voit ça a été fait à base de scotch, on a des relais qui se baladent là, sur le côté de la boîte à air, du scotch, on sait même pas ce que c'est, et là on a des portes fusibles. Ces éclairages là vont dégager, j'en rajouterai d'autres. Hein, on va pas se mentir, je vais mettre une barre LED devant à la place. Je pense que je la mettrai sous la plaque. Ça permettra de beaucoup mieux intégrer le truc, ça sera discret et ça dépassera pas du pare-choc, donc ça passera au contrôle technique. Et évidemment, l'installation électrique, je la ferai bien plus clean qu'elle l'est maintenant. Bon après niveau conduite, voilà, hein, c'est peut-être là que j'aurais dû acheter une Subaru. Ça n'a rien d'intéressant on va dire. Et pourtant cette voiture a la suspension et la direction pilotée. Chose que je ne savais pas quand je l'ai achetée on va dire. Je pensais qu'il y avait une suspension toute bête. Mais j'ai un mode confort et un mode sport qui durcit la direction et la suspension. Donc ça évite que ça soit trop un bateau. Et pour le coup ça fonctionne. Ça, je peux pas lui enlever, ça fonctionne. En mode sport, ça tangue pas énormément. Après, ça fait une semaine que je l'ai, je suis encore au stade où il faut que j'arrête de la comparer à la S4. Au final, la Volvo fera exactement ce pourquoi je l'ai acheté, c'est-à-dire passer partout, pouvoir charger plein de trucs dedans, prendre des coups à la place de la S4. Hein. Désolé, mais c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Même si ça reste une voiture sympa. Quitte à prendre un coup, je préfère que ce soit dans celle-là que dans la S4. Donc c'est celle-là qui se garera en ville. C'est celle-là qui servira à charger de la merde dans le coffre, etc. Au niveau moteur, c'est relativement sympa aussi dans le sens qu'on n'a pas à l'attendre. C'est-à-dire c'est un 2,5 litres turbo, 5 cylindres, 210 chevaux. Quand on veut appuyer, ça part, il n'y a pas de problème. C'est pas un foudre de guerre. Mais on l'attend pas. Je pense que c'est suffisant pour tous les jours et ça permet éventuellement de tracter. Cette voiture peut tracter 1800 kg freinés, donc une remorque freinée avec une voiture de piste dessus, ça le fait et c'est aussi pour ça que j'ai acheté ça. Si par exemple Vince a besoin d'un truc pour tracter la 206 une fois qu'elle sera plus légale pour la route, on pourra tracter avec ça. Ouh, j'ai failli passer une 6 alors qu'il n'y en a pas, sachant que c'est la marche arrière, hein, là où j'ai la 6 sur la S4. Ça a failli faire drôle. On a pu voir ce que ça donnait sur la route, mais sur des chemins, qu'est-ce que ça donne? Bon, évidemment, elle est d'origine, donc du coup, elle n'a pas de blindage sous la caisse, donc on va prendre des chemins relativement tranquilles aujourd'hui. On va pas faire dans l'extrême, j'ai pas envie de péter un carter tout de suite. Est-ce que ça va passer jusqu'au bout? Faire demi-tour. Bah, jusqu'ici ça y va.
Donc voilà, maintenant qu'on connaît mieux cette voiture, quel est le projet? Le projet, bon je l'ai dit, ça va être un daily qui passe un petit peu partout, mais on va quand même accentuer le côté baroudeur. Des jantes tôles, des gros pneus, des blindages sous moteur, sous le pont derrière, et éventuellement un rehaussement. Et après, ça va être de l'aménagement, on va dire, plus que de la modif, pour éventuellement voyager un petit peu avec, partir à la montagne, skier, etc. Donc l'idée, c'est que ça reste un projet à assez bas budget par rapport à la S4 où c'est totalement parti en couille, au point que je ne fais même plus les totaux. Donc voilà, là en prix d'achat on est à 6 000 €, il y a eu 1 500 € de transport depuis la Suède. L'idée voilà, ça va être de mettre 3 000 à 4 000 € dedans à peu près, histoire d'arriver au prix d'une Subaru Outback. L'idée c'est de ne pas dépasser ça. Dans un premier temps il faut cependant qu'elle passe le contrôle technique français. Pour ça j'ai un certain nombre de choses à voir. Les phares vont dégager, ce feu arrière il va être remplacé. Les deux ampoules d'anti-brouillard avant sont mortes, donc je vais les remplacer. J'ai déjà remplacé cet éclairage de plaque qui était mort. Les disques de frein sont pas en très bon état. On verra si ça passe au contrôle technique, mais ça fera l'objet d'une upgrade freinage. On est sur des étriers monopiston avec des disques en 290 mm. Les étriers sont ultra rouillés. Je sais pas s'ils sont pas grippés, machin. La pédale est spongieuse. C'est pas ouf, donc on mettra des étriers de V70R. Donc en 4 pistons Brembo et des disques en 320 je crois, ou 330 je sais plus, ce qui nous obligera à passer en 17 pouces. Ça sera de la jante tôle en 17 pouces histoire de laisser le budget relativement pas cher et que ce soit solide, et on mettra à ce moment là des pneus tout terrain en 17 pouces. Là c'est pas pour le contrôle technique mais pour le coup de propre. Le joint de portière qui pend ici, il va être remplacé aussi. Je vais aussi changer les tapis de sol, hein, c'est un truc dégueulasse, je pense que le chien a pissé, a chié dessus, j'en sais rien. À terme, on mettra un autoradio ici, ça sera beaucoup moins compliqué que sur la S4 avec le RS Nav. Là normalement c'est du plug and play, donc ça sera top. Donc voilà, le coup de propre c'est ça. Ensuite on verra pour faire des aménagements et les modifs, des modifs qui viendront au fur et à mesure. Et puis voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que la petite présentation vous a plu. La prochaine vidéo portera sur la remise en conformité pour le contrôle technique, le petit coup de propre. Et si vous voulez voir tout ça, je vous invite donc à vous abonner. On se dit à la prochaine, ciao.